Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Justine Hu, paysagiste conseiller au CAE La Gironde. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier module du cycle de l'arbre en milieu urbain, les bonnes pratiques. Donc, nous avons commencé au préalable par comprendre le fonctionnement de l'arbre et ses besoins. Ensuite, nous avons vu comment bien aborder un projet de plantation d'arbres et organiser leur gestion. Le module 3, lui, portait sur la reconnaissance et la protection des arbres urbains. Donc, le sujet de ce dernier module, assurer la pérennité des arbres face au changement climatique, met en avant le défi aujourd'hui de pérenniser ces arbres plantés par milliers afin qu'ils atteignent eux aussi la maturité et le statut de vieux arbres. Et on va passer à cette dernière partie que je voulais introduire par une phrase de Gilles Clément, entendue lors d'une conférence. Tout change absolument tout le temps. Les espèces ne sont pas les mêmes que celles qui étaient là avant, mais elles sont là et elles existent. En effet, on constate avec l'évolution climatique que les choses évoluent très vite. Et en milieu urbain, on l'a vu dans les modules précédents, il faut tout d'abord redonner aux arbres un milieu favorable au niveau du sol pour qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires. Donc, on est aussi amené à adapter nos palettes végétales, à changer notre façon de planter des arbres en ville. C'est ce que nous allons voir avec Véronique Mur. Véronique, bonjour, vous êtes botaniste, ingénieure en agronomie tropicale et votre activité, elle consiste entre autres à accompagner les paysagistes dans l'élaboration de palettes végétales. Alors, j'aimerais qu'on parle avec vous de la question des essences d'arbres à planter en milieu urbain. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes depuis le début de ce cycle sur ce sujet. La notion qui fait débat aujourd'hui, notamment, c'est la notion d'essence locale. On retrouve un petit peu à toutes les sauces, j'ai envie de dire, donc à la fois dans les règlements de documents d'urbanisme, dans les cahiers des charges d'appel d'offres. Donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin de définir un peu ces qualificatifs de flore urbaine qu'on entend régulièrement et qui serait intéressant, Véronique, que vous nous expliquiez aussi pourquoi elle est nécessaire. On l'a vu en première partie avec Jessica sur les nuisibles, mais pourquoi il est nécessaire de faire évoluer la palette végétale, justement, et en particulier des arbres en ville? Bien, bonjour. Alors, la première question, si vous le permettez, je vais y répondre très rapidement parce qu'en fait, ça pourrait prendre l'entièreté de ma présentation, mais c'est vrai que c'est important d'utiliser des mots précis. J'ai beaucoup enseigné à l'école du paysage et c'est un point sur lequel j'étais très vigilante avec les étudiants, c'est-à-dire d'employer les bons mots au bon endroit. Et aujourd'hui, avec beaucoup d'effets d'abord avec l'urgence, j'allais dire beaucoup d'effets de mode, mais ce serait péjoratif. Je crois que c'est d'abord avec l'urgence de la situation on a des pistes qui se révèlent et dans lesquelles on a plutôt tendance à s'engouffrer et cet engouffrement, si ce mot est français, je ne sais pas, ça nous amène à beaucoup de simplification et puis d'éléments de langage, comme on dirait dans le monde politique, qui reviennent sans arrêt et qui finissent par être déformés. Et là, à ce stade-là, je trouve que c'est dommage, si ce n'est quelquefois embêtant pour la bonne compréhension des éléments. Et vous avez raison, dans ces éléments de langage que l'on retrouve sans arrêt, il y a ces mots de qualification des végétaux qui sont locaux, indigène, endémique, où on va voir dans ma présentation, peut-être on va être amené à les préciser. Il y a un mot qui est revenu dans toutes dans les deux précédentes communications, qui est le mot évapotranspiration, qui aujourd'hui est un mot qui est un peu un mot valise, alors qu'il correspond exactement à ce que Thomas, et je l'en remercie, a présenté en dernière partie de son exposé, c'est-à-dire les calculs à faire entre les réserves en eau du sol, l'évaporation du sol et la transpiration des arbres qui permettaient dans le monde agricole, en tout cas, moi j'ai un diplôme d'ingénieur en agronomie tropicale qui était
justement spécialisée sur ces questions d'agrométéo. Et donc, j'ai été dans des laboratoires de conseil aux agriculteurs. Et du coup, on n'était pas encore sur l'arbre en ville, qui leur permettait de calculer au plus juste l'irrigation de leur culture. Et ce que Thomas a présenté, ben, c'est le prolongement de ce qui existe toujours dans le monde agricole, et notamment cette ETP, cette évapotranspiration potentielle et réelle, qui permettent de calculer l'irrigation. Et donc, vous voyez que juste sur cet exemple-là, que c'est important de préciser les mots pour bien comprendre ce à quoi on a affaire. Et l'exemple de Thomas, c'était vraiment ça. Et je crois réellement à ces solutions qui sont simples et qui permettent d'ajuster au mieux la question de l'eau par rapport au végétal et par rapport aussi à son développement qui va faire évoluer lorsqu'un arbre pousse. Eh bien, il ne va pas avoir les mêmes besoins en eau qu'un arbre qui est très jeune. Alors, en fait, dans les leviers qu'il y a à actionner face au changement climatique, on va parler des essences, bien sûr, mais peut-être je vais décevoir tout l'assistance parce que je vais absolument pas vous donner l'essence miracle et je m'en garderai bien et je vais vous expliquer pourquoi je me garderai bien de donner un nom d'une essence. Alors voilà, j'ai remis cette petite citation que les arbres sont des marqueurs de temps à la fois biologiques et symboliques de la ville et que c'est important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour prolonger, notamment par rapport au discours, au propos, pas au discours, au propos de la Fredon. Et si on veut trouver des solutions, il faut aller aussi chercher dans les causes de ces questions de dépérissement des arbres, qui sont effectivement dues à des pathogènes souvent, mais on a bien senti, notamment quand on parle du mûrier, que c'est souvent un affaiblissement des tailles et des mauvaises conditions qui font que les attaques sont plus efficaces pour les pathogènes. Et moi, je rajouterais volontiers une autre cause qui est celle de la monospécificité des arbres depuis des siècles dans notre environnement urbain. Je vous ai remis des diapositives que j'ai bricolées, excusez-moi, et que je présente souvent, qui sont les 4 principales essences d'arbres urbains proposées en 1886. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs siècles par Alphand, et on voit qu'on avait le platane, le marronnier, l'élante et l'orme. Et c'est très intéressant de balayer l'histoire de ces arbres depuis qui sont dans la ville, parce qu'on va voir, et le pourquoi ils ont été utilisés. Bien évidemment, et ça a été dit aussi, si on s'intéresse à la vie de ces arbres-là en milieu naturel, eh bien, on s'aperçoit que à la fois leur durée de vie, mais aussi leur envergure, est absolument pas adaptée à la ville. Un platane, par exemple, le platane étant la première essence des villes aujourd'hui et partout en France, on s'aperçoit que le platane, c'est un arbre qui peut vivre plus de 2 siècles, mais qui fait aussi 40 mètres, voire 50 mètres, et j'en connais d'envergure. Le marronnier, 30 mètres, 3 siècles. L'élante, c'est le plus petit de ce que je vous à peu près avec le micocoulier, mais moins d'1 siècle, parce que c'est un arbre pionnier. Alors vous vous posez peut-être la question de pourquoi je mets les élantes dans cette histoire des arbres dans la ville. Eh bien parce que ça faisait partie des essences proposées par Alphand. L'orme, 30 mètres et voilà, une très grande longévité. Le micocoulier, 20 mètres et plus de 3 siècles. On sait
que les ormes ont été les arbres les plus utilisés au XVIIe et XVIIIe siècle, à la fois le long des routes et dans la ville. C'est un arbre, comme on vient de le voir, qui est majestueux. Et pourtant, c'est un arbre qui a aujourd'hui disparu de nos villes. Il ne reste plus que des places de l'ormeau en souvenir de ces fameux ormes de Sully. Sully avait, pour compenser les déclins des forêts, avait proposé, et donc du bois de production, avait proposé de planter un orme sur chaque place. Et aujourd'hui, on ne retrouve plus que des noms de places, ou encore ce type d'orme dans les lisières, parce que l'orme a disparu du fait de son attaque, ça a été dit tout à l'heure, par la graphiose, qui est un champignon amené dans l'arbre par un coléoptère. En fait, on pourrait accuser le champignon et le coléoptère, mais moi, je préfère un peu changer de posture et de regard, et pour se dire, mais en fait, n'est-ce pas cette condition en plantation monospécifique, et on peut le retrouver sur le mûrier qui a été cité en exemple tout à l'heure. Les ormes plantés à cette époque étaient tous des clones, en fait. Ça a été dit, pour pas être trop longue, je vais pas vous citer les passages que j'ai retrouvés où on met en garde les producteurs et les planteurs d'ormes sur le fait que ce qu'ils plantent, ce sont que des arbres clonés, en fait, des clones. Et si vous faites cette analyse-là, vous allez voir que ce qui était vrai pour l'orme, c'est vrai pour le mûrier, qui est stérile, donc sa reproduction, le mûrier platane, pardon, qui est stérile, donc sa reproduction, elle se fait que de manière végétative. C'est vrai encore pour le platane, qui est le plus abondant et qui est pratiquement exclusif sur notre territoire, qui est le platane hybride, qui n'a pas une très grande fertilité. Et donc, c'est à la fois cette condition monospécifique, mais aussi ces modes de production par multiplication végétative qui font qu'on a des génomes qui sont très proches les uns des autres, et donc pas de possibilité de lutte contre, en tout cas d'adaptation individuelle à ces attaques parasitaires. Alors, de la même manière, sur la question du fait que l'arbre aujourd'hui va nous permettre de venir à notre secours pour garder la ville vivable, je voulais juste signaler que ça a été un des points récurrents, cette question de salubrifier l'air, mais aussi permettre à la ville d'être plus saine et de plus vivable. C'est un enjeu récurrent. En fait, c'est pas du tout un enjeu qui nous apparaît maintenant. C'est un enjeu récurrent depuis le XVIIIe siècle, des arbres dans les villes. Et donc, c'est important de le penser comme ça et d'essayer de trouver quels ont été les éléments que l'on pourrait corriger pour avoir une situation qui réellement s'améliore, puisque ça n'a pas été le cas. Pourquoi ça n'a pas été le cas? Là, on revient aux grands travaux haussmanniens qui, on le voit bien, ont aligné des arbres, souvent au contraire de... Alors là, on voit des sols bombés, comme Thomas nous a expliqué tout à l'heure, mais en général, ces arbres vont être dans des fosses isolées, en tout cas par la suite, même s'il n'était pas à l'époque haussmannienne, on voit que dans les 30 Glorieuses, notamment, on va avoir des créations de fosses isolées d'arbres et des tailles extrêmement drastiques des arbres qui font qu'on va être sans arrêt à les contraindre dans leur développement. Ici, des platanes dans une bastide à Marseille. Et ça, c'est des tailles que l'on
espérerait ne plus jamais voir aujourd'hui sur l'espace public et qui, par contre, cette photo, elle date de l'hiver dernier et vous voyez que on a des taille absolument drastique et il a bien été expliqué tout à l'heure que c'est souvent par ces tailles que pénètrent les pathogènes. Et pour le platane en particulier, le chancre coloré, il est réellement, il arrive par toutes les blessures de l'arbre. Hein. C'est pas quelque chose qui vole dans l'air. Hein. C'est vrai, c'est un champignon donc qui se faufile par les blessures de l'arbre et qui fait que la plupart de nos platanes, en tout cas dans une bonne partie du territoire aujourd'hui, sont menacés par ce champignon qui fait que, vous voyez, aujourd'hui, on a une réduction de ces alignements de platanes partout. C'est vrai, on ne va pas tout passer, mais c'est vrai. Ça a été vrai pour l'orme, c'est vrai pour le platane, c'est vrai pour le marronnier. Voilà, et toutes ces essences qui sont les principales essences de la ville, eh bien aujourd'hui, elles se retrouvent menacées, sauf peut-être un. Et là, on va commencer une petite lumière, mais que je vais essayer quand même d'affaiblir un tout petit peu. C'est le micocoulier qui aujourd'hui porte beaucoup d'espoir parce que c'est effectivement un arbre qui est très résistant à la sécheresse. Et alors, j'avoue que dans chaque présentation que je fais, cette question arrive. Et alors, le micocoulier est-il le platane de demain? Parce que c'est un arbre qui produit un très bel ombrage. La ville de Nîmes où j'habite, il y a des micocouliers depuis plusieurs siècles qui aujourd'hui sont absolument magnifiques et amènent un très bel ombrage. Mais vous voyez ici, c'est un micocoulier à Arles. Et donc, c'est un arbre qui se taille pas. Enfin, je vais peut-être commencer à cette réponse, à la réponse à cette question. Est-ce que le micocoulier est l'arbre peut remplacer le platane de demain? Bien évidemment, je vais répondre non. Parce que quand on regarde l'histoire de tous ces arbres qui ont été, dont une essence a été, ou quelques essences ont été privilégiées pendant des siècles, et aujourd'hui sont toutes des essences qui sont éliminées de notre territoire parce que trop vulnérables à des pathogènes, eh bien, on peut se dire qu'on n'a pas envie que le micocoulier ait la même destinée. Et donc, moi, je me garderais bien de dire oui, le micocoulier sera l'arbre de demain, parce que vous le voyez, l'histoire nous dit que si ça prend ce chemin-là, eh bien, ça ne sera pas vraiment pour longtemps. Alors, je suis allée un tout petit peu plus loin dans mes réflexions en me disant, mais au final, est-ce que les arbres sont adaptés à la ville? Alors, c'est une question, vous allez me dire, qui est un peu étrange dans un webinaire sur les arbres en ville, mais quand même, on peut réellement se poser cette question, et c'est une question qui est un tout petit peu provocatrice, mais qui est amenée à nous faire réfléchir aux questions de longévité et de taille. Et puis, qu'est-ce que c'est que l'écosystème urbain? Moi, excusez-moi, j'ai mis des photos qui, elles aussi, sont un peu provocatrices, mais vous voyez bien que la ville, l'écosystème urbain, c'est un écosystème qui est plus semblable à un écosystème de canyon qu'à des écosystèmes naturels que l'on va retrouver dans les espaces périphériques de toutes nos villes. Et donc, voilà, vous voyez, j'ai mis, il n'y a pas besoin de beaucoup de discours pour montrer ça. Et de ce fait, les essences qui vont être adaptées à la ville vont être des essences qui sont adaptées à cette minéralité et à ce rapport aux températures que provoque la minéralité. Je ne vais pas y revenir, mais ça a été à peu près dit aussi.
je vous ai mis cette cymbalaire, bien sûr, c'est pas un arbre, mais vous voyez ici que la cymbalaire est adaptée au mur parce que on le voit là, les fruits vont aller chercher les fentes dans les murs pour se ressemer. Alors les arbres vont pas pouvoir faire ça, mais on peut imaginer que les arbres qui vont être bien dans la ville seront des arbres qui seront aussi adaptés à ces conditions à la fois d'humidité et de température. Et donc, un autre élément qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est ce temps long de l'arbre. Au final, est-ce qu'il est compatible avec une ville qui se reconstruit sans cesse sur elle-même? Je vais vous donner quelques petits exemples. Donc ça, on a vu les potentiels de durée de vie. Ça, c'est un platane, par exemple, qui a 170 ans, qui est dans un pré. Et vous le voyez, il fait 60 mètres de haut et 51 mètres d'envergure. Vous voyez les gens dessous. Hein, et donc, ça vous donne cette échelle. Et ça, c'est un platane qui est à Marseille, contraint dans une place qui fait donc 17 mètres d'envergure. Donc, vous voyez qui est bien moindre que dans une prairie, par exemple, la place elle-même faisant 170 mètres carrés, alors que le couvert du houppier sur ce platane-là, c'est presque 2000 mètres carrés. Donc, cet arbre, on le comprend, pour rentrer là, il aura été contraint toute sa vie. Mais il n'y a pas que ça à prendre en compte. Et là aussi, je vous ai mis une photo de Marseille en 1950. Alors, c'est une photo qui est un peu, enfin, qui n'est pas caricaturale, hein, c'est la vérité, mais la situation est peut-être un peu caricaturale. Ce platane, vous voyez, il est sous le point rouge. Et là, vous avez la ville de Marseille après le bombardement dans les années 40 et en pleine reconstruction. Et donc, vous voyez que ce platane, il a été au ras de ce bombardement. Alors, bien sûr, tous les arbres ne font pas face à de telles situations, mais si vous refaites l'histoire de ces arbres dans la ville, vous allez voir combien de fois la ville s'est reconstruite autour d'eux et combien de fois, et ça aussi c'est quelque chose que vous a dit certainement Yves Caraglio, parce que je sais qu'il est attaché à ça, mais combien de fois l'arbre va devoir réagir à toutes ces transformations de l'espace autour de lui, et notamment dans son système racinaire que l'on ne voit pas et auquel on prête encore moins attention que la partie aérienne. Et l'autre élément aussi, c'est cette ville qui ne cesse de s'étendre et donc qui va absorber en même temps des arbres qui étaient dans une autre typologie. Et là, je vous mets juste ce chêne vert. On a parlé du chêne vert tout à l'heure, qui est à Ivry-sur-Seine, hein, qui est un arbre qui a un âge estimé entre 175 et 215 ans, qui se retrouve, vous le voyez, sur un massif dans un univers entièrement minéralisé, devant un collège et qui, lorsque on fait son histoire, en fait, était un arbre qui avait été planté dans le parc d'un château. Et donc, il faut imaginer que cet arbre vénérable, il a connu une grande partie de sa vie installé dans un parc de château et qu'aujourd'hui, il est dans cette minéralité, hein, donc il est ici, pardon, il est dans cette minéralité et pour un arbre de cet âge, ça lui a demandé de se réinstaller et de se réadapter à cet environnement. Et donc tout ça pour vous amener un peu de complexité dans ces questions de gestion des arbres en ville, qui sont bien sûr l'adaptation au changement climatique, mais surtout le fait de donner du temps et de la place et de l'attention aux arbres dans la ville aujourd'hui. Ce qu'on le sait,
hein. Autant les arbres vont être vont nous livrer, nous fournir des services écosystémiques extrêmement importants. Bon, j'avais remis ces températures, mais j'accélère un peu. Mais autant nous, de notre côté, l'espérance de vie, enfin du côté des arbres, si on prend ce point de vue, l'espérance de vie de l'arbre en ville est extrêmement réduite par ces conditions de vie. Bon, on a l'impression que cette image est un peu extrême, mais en fait, vous savez bien que non et qu'on retrouve beaucoup d'arbres dans ces conditions. Quand bien même, et ça c'est un petit, c'est pour amener un petit sourire narquois, mais sourire quand bien même on viendrait fleurir artificiellement l'arbre pour qu'il soit plus gai. Voilà. Alors, il y a un terme aussi que vous employez souvent et que je trouve très intéressant, c'est permettre aux arbres de faire société. On a parlé notamment d'arrêter un peu la plantation monospécifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire d'en faire société et ce que ça apporte justement au bénéfice de l'arbre? Comment on peut penser différemment nos modes de conception et de plantation par rapport à ça? J'ai remis ici directement cette image qui avait été créée par Kevin Michel de Coloco, un collectif que vous connaissez bien en Gironde, hein, puisqu'ils sont intervenus avec Gilles Clément sur un plan paysage global autour de Bordeaux, et que l'on avait fait justement pour repenser les modes de plantation pour un projet qui n'était pas une commande de la ville de Paris, mais qui était un projet libre d'un groupement autour des Champs-Élysées. Et qu'est-ce que ce serait que de penser les replantations d'arbres sur les Champs-Élysées. La question qui m'a été posée, c'est la question que vous avez posée au départ, en tout cas qui est dans toutes les têtes, mais quels sont les arbres que l'on pourrait planter aujourd'hui? Quelles sont les essences que l'on pourrait planter pour qu'on ait des arbres adaptés au changement climatique? Et ma réponse a été celle-là. Donc, toujours pas des essences précises, mais de dire tant qu'on ne permettra pas aux arbres de faire société, c'est-à-dire tant qu'on ne permettra pas aux arbres de déployer leurs houppiers et leurs racines, mais déployer leurs houppiers et leurs racines, c'est aussi leur permettre de faire société avec l'ensemble des organismes sur lesquels ils s'appuient, des organismes et des éléments sur lesquels ils s'appuient pour pouvoir se développer. Un arbre, on ne va pas faire de la biologie végétale ici, mais ça nous entraînerait trop loin, mais un arbre, c'est fixe. L'autre jour, j'étais dans une balade avec à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Et il y avait des gens qui s'occupent du port qui ont eu une expression que j'ai trouvée extrêmement intéressante, excusez-moi de cette discrétion, mais qui disait un port, c'est fixe. Et de ce fait, le port, il doit sans arrêt s'adapter aux relations, en fait, qui viennent à lui. Et il ne peut pas aller chercher les éléments qui vont lui permettre de fonctionner. Il faut qu'il prenne chaque fois ce qui vient à lui. Et je me suis dit, alors il disait que les ports, en fait, c'était un lieu de rendez-vous. Et je me suis dit, ah mais mince, mais les arbres, c'est exactement la même chose. Un arbre, c'est fixe. Et donc, pour se procurer tous les éléments dont il a besoin pour vivre, il ne va pas pouvoir aller les chercher en se déplaçant. Il faut qu'il les capte, qu'il les prenne à proximité. C'est aussi un organisme, on va dire, qui va prendre tout ce qui lui vient à lui et donc un lieu de rendez-vous. Et ce schéma, il montre ça. Alors Thomas a parlé de l'eau tout à l'heure. Hein, on voit ici que dans ce schéma, on propose donc une noue pour recueillir tous les arbres, mais on pourrait déployer tout ce qui est indispensable à l'arbre. On sait l'eau, on sait l'oxygène, on sait de la lumière, mais il y a tous les autres éléments comme l'azote, par exemple, avec et des
d'autres éléments aussi, donc l'azote avec certaines plantes qui vont permettre de capter l'azote aussi de manière plus performante, mais il y a aussi les auxiliaires. À nouveau, si on revient dans des schémas agricoles, on dirait des auxiliaires de culture, mais on voit bien que pour gérer les pathogènes, eh bien, quelquefois, on va avoir des prédateurs de ces pathogènes dans le milieu naturel, mais encore faut-il que ces prédateurs, ils aient leur habitat là. Et donc, c'est la complexité qui va nous permettre qui va nous permettre, pas à nous bien sûr, mais à l'arbre de déployer sa vie au mieux. Et c'est ce que voulait montrer ce schéma-là. Vous avez vu dans ce schéma-là la part importante, en tout cas que j'accorde moi, et là à nouveau je fais référence à ce qu'a dit Thomas, au système racinaire. Je pense que beaucoup de choses se placent dans le sol. Et de ce fait, il y a une vraie question à se poser sur la qualité des plantations par rapport en tout cas, la qualité des systèmes racinaires de tout ce que l'on va planter. Et pour moi, il est important aussi de réfléchir en termes de végétation spontanée qui permettrait aux végétaux, et pourquoi pas aux arbres, de se déployer de manière plus, alors efficace, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas avec des stratégies naturelles qui vont être plus performantes. Alors je reviens à cette question des plantations, des projets de plantation dans les villes qui ont été partout pareils, hein, où aujourd'hui on est obnubilé par des quantités d'arbres à planter et sur lequel moi je proposerais bien parce que ces arbres plantés en général vont être plantés plutôt dans les périphéries. Il n'y a pas beaucoup de place dans les villes pour planter toutes ces quantités d'arbres qui sont importantes. Et là, je proposerais bien d'autres stratégies, et on n'est toujours pas dans les espèces, hein, on est toujours dans les stratégies, c'est-à-dire d'aller recruter, parce que dans la ville, on voit bien que les nouvelles essences ligneuses qui arriveraient spontanément, eh bien, c'est jamais à la place où nous, on va les accepter. Peut-être, sauf les lentes aussi, je ne vais pas m'appesantir sur ce schéma-là, même si les lentes, c'est un arbre, on pourrait y revenir si vous le voulez tout à l'heure. Mais dans les stratégies que je proposerais, moi, volontiers, c'est d'être attentif à tout ce qui se passe dans les interfaces, dans les lisières, dans les haies, en marge de la ville, et quelquefois plutôt que de planter ce qui va être aussi, qui va avoir des coûts et comme l'a montré Thomas, des coûts de non seulement à la plantation pour l'arrosage, mais aussi à la gestion pour permettre à ces arbres de se développer, et bien d'essayer d'aller recruter des arbres spontanés qui vont rien nous coûter, ni à la plantation, ni à l'arrosage, parce qu'ils seront allés directement chercher l'eau là où elle est disponible. Et donc, voilà ma proposition. Plutôt que de chercher de nouvelles essences, c'est de chercher de nouveaux modes de plantation, mais aussi des nouveaux modes, en tout cas de poser de nouveaux regards sur les arbres spontanés dans la ville et de les considérer comme faisant partie de ces palettes végétales. Vous voyez ici une lisière urbaine. Si vous regardez bien, il y a déjà des pins, des amandiers, des oliviers, des figuiers. On est à Montpellier, hein, donc c'est des espèces très méditerranéennes, mais que l'on pourrait mettre dans ces quotas d'arbres, même s'ils sont venus tout seuls. Alors là, ça demande après peut-être de la gestion, mais juste, comme le dit aujourd'hui Gilles Clément, plutôt par soustraction que par
plantation. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est beaucoup moins coûteux, en fait, à la fois financièrement, mais aussi en énergie déployée. Voilà donc cette étude de cas sur des lisières urbaines que l'on pourrait connecter. Et du coup, dans cette connexion, on revient à cette question, bien sûr, avec ce mot qui n'est pas du tout, que moi, je valorise pas d'infrastructure verte, parce que dans ce mot infrastructure, bien évidemment, on perd totalement le caractère vivant de l'arbre. Mais en fait, ça revient à ça. Voilà. Et en fait, par ce biais-là, ici, vous avez une ripisylve toujours à Montpellier, on peut complètement inverser notre regard et faire rentrer la nature dans la ville, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les villes peuvent être des refuges de biodiversité importants et quelquefois plus importants que dans les espaces agricoles, si l'on favorise toutes ces infrastructures, toujours entre guillemets, vertes. Alors, on a bien compris, Véronique, en effet, la question, c'est pas, voilà, quelle liste d'essences on va avoir adaptées au réchauffement climatique ou les essences locales, mais qu'il est question de surtout miser sur cette diversité des essences et des strates. Mais est-ce que c'est pas aussi essentiel d'adapter sa palette végétale aux particularités d'un site, au patrimoine végétal existant si voilà, s'il y en a un? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous élaborez vos palettes végétales dans vos missions d'accompagnement avec quelques exemples? En fait, la question qu'il faut se poser suite à tout ce que je viens de dire là, c'est quel paysage urbain on fabrique pour demain. Je prolonge cette notion de planter pour planter. Planter des arbres parce que la ville a besoin d'arbres aujourd'hui. Mais en fait, on plante toujours des arbres jeunes et heureusement, mais on se pose rarement la question de qu'est-ce qu'on fabrique comme paysage pour demain. Parce que voilà, si l'arbre, c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, hein, le témoin des paysages urbains du passé, hein, les arbres qui sont dans la ville, il est aussi l'enjeu des compositions à venir. Et donc, par exemple, quand on plante des arbres comme ça dans ce type d'alignement ici, dans des espaces périurbains sur une pelouse, parce qu'il n'y a guère que là qu'il y a la place de planter ces arbres, eh bien, on voit qu'on fabrique un espace qui, dans 50 ans, si jamais les arbres sont toujours là, et ça, réellement, j'ai des doutes, eh bien, ça va, voilà, fabriquer un espace un peu, peut-être, étrange. Et là, ma proposition, pour être concret, en fait, est de dire juste à côté, on a un fossé, je ne sais pas si vous voyez ma souris dessus, mais on a un fossé juste à côté et je me demandais si c'était pas plus pertinent. Et dans ce fossé, il y a beaucoup d'essences qui poussent, que l'on va éliminer parce qu'elles ne poussent pas à l'endroit où on voulait. Et dans une des propositions que je fais, c'est plutôt que de choisir des essences, c'est d'installer des modes d'avènement d'arbres qui pourraient venir spontanément sur ce lieu-là grâce à des pièges, ce qu'on appelle des pièges à graines. Et par exemple, là, cette noue, elle fait piège à graines. Alors, elle n'est pas faite pour ça, donc je comprends qu'on ne garde pas les arbres là-dedans, mais c'est un bon exemple pour se dire, bien, toutes les irrégularités du sol que l'on va proposer. Et donc, ça prolonge aussi ce qu'a proposé Thomas dans changer la forme non seulement des revêtements de sol et des ouvrages, mais de donner à la fois de l'irrégularité et des espaces qui vont accumuler l'eau. Et ça va permettre de créer des espaces spécifiques.
Alors, j'avais mis cette infographie de Clément Gaillard qui a été réalisée à l'occasion d'une résidence fraîcheur qu'on a fait l'année dernière à Arles, qui montre que pour que réellement la ville diminue de 0,4% sa température, il faudrait que 30% de la surface soit arborée. Et donc là, il a fait une infographie qui est provocatrice aussi, mais qui montre qu'est-ce que c'est que 30% de la ville arborée. Alors, pourquoi je vous amène tout doucement à ça? C'est pour vous dire qu'en fait, cette manière de végétaliser la ville et moi, les choix vers lesquels j'amène les paysagistes, ils sont pas juste de faire des listes. En fait, j'essaie alors bien sûr, au final, ça va arriver à des listes-là. Mais ces listes, elles doivent arriver pas uniquement sur des critères qui vont avoir une seule porte d'entrée. On revient à cette question du local, par exemple, ou de l'indigène. Bien souvent, aujourd'hui, les bureaux d'études qui labellisent les projets d'aménagement, ils vont le faire sur le principal critère d'indigénat. Et moi, je propose de réintégrer la conception de la palette végétale dans tout un ensemble de critères qui vont être plus complexes, mais qui, pour moi, vont être plus robustes, si je peux me permettre, qui rentrent d'abord sur la question de la fragmentation du site, donc c'est-à-dire sur à la fois la surface du site végétalisé et de sa position dans le paysage. Donc, on pourrait dire pour intégrer dans ces infrastructures vertes, de sa structure et de sa fonction, c'est-à-dire de la diversité des espèces qui sont d'ores et déjà présentes sur le site. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important pour composer une palette végétale, c'est de se dire quelles sont les dynamiques déjà existantes. Comment on comprend le site par les dynamiques en place. Et donc, la diversité des milieux qu'on va créer. Et puis, l'âge des formations végétales qui sont en place et comment on vient les diversifier aussi. Et puis, il y a un autre élément extrêmement important qu'il faut penser aussi en même temps que ça, c'est le zonage au PLU et le type de gestion. Pourquoi je vous ai mis ces questions-là? Parce que on voit bien, notamment le type de gestion, que ça peut complètement contrevenir à une palette végétale que vous auriez élaborée en amont. Si on a un type de gestion, par exemple, qui est, je ne sais pas, pour un massif, de venir éliminer ou tailler très fréquemment les végétaux. Si on réfléchit à tout ce qu'on vient de dire précédemment, on s'aperçoit que dans ces paysages que l'on fabrique aujourd'hui, en fait, on va avoir à la fois une diversification des essences, mais aussi des abaissements des canopées. On va avoir des arbres qui vont être plus petits pour être moins taillés. Si on réfléchit aussi à cette obligation de planter des essences locales, eh bien, dans les palettes, dans les écosystèmes naturels tempérés, on n'a aucun arbre qui fait la taille du platane, par exemple. On va avoir des arbres qui vont faire 20-30 mètres, donc un abaissement important des canopées, parce qu'ils n'auront pas le même potentiel de croissance que ces arbres qui potentiellement font 40 à 50 mètres. Et donc, aujourd'hui, c'est des choses qui sont déjà en marche. Par exemple, ici, ce sont les arbres d'alignement de la ville de Nîmes en 2002. On voit que 33% c'était du platane, 47% du micocoulier et 20%
autre essence globale. Et en 2009, donc il y a quand même pas mal de temps, on s'aperçoit qu'on a une inversion et que c'est la diversification des autres essences qui est devenue majoritaire par rapport au platane ou au micocoulier. Et donc ça, c'est également extrêmement important. Et en fait, je vais encore vous, sans répondre à la question initiale, mais de manière volontaire, je vais à nouveau essayer de sortir de cette question de comment on fait, quelle essence on plante, parce que quelquefois, dans les centres-villes urbains, notamment dans les centres-villes patrimoniaux, eh bien, il n'y a pas la place carrément pour les arbres. Et donc, c'est pas la peine de se torturer en essayant de trouver vraiment des arbres. Et en prenant l'exemple de la ville d'Arles, pardon, toujours de cette résidence fraîcheur, vraiment, moi, j'ai compris que les lianes, par exemple, qui ont un encombrement au sol bien moindre, mais qui vont à une moindre hauteur, mais dans une rue étroite, sans possibilité de planter des arbres, vont avoir le même rôle en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et l'autre intérêt de ces plantations de lianes, c'est que bien souvent, aujourd'hui, dans la ville, ces démarches-là sont des démarches citoyennes. Et donc, ça va permettre, et ça c'est un autre élément extrêmement important, ça va permettre d'intégrer complètement le citoyen. Il a été dit tout à l'heure que ce qui permet cette climatisation entre guillemets de la ville, c'est pas uniquement l'espace public et ce qui est géré par les services d'espace vert, ça peut être aussi l'espace privé. Et je rajouterai là des plantations qui sont gérées par le citoyen. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde soit responsabilisé par rapport à cette question climatique. C'est pas que une pression qui est déjà énorme sur les services des espaces verts, mais c'est vraiment un changement de regard de tout le monde. Et on voit bien que dans cette question des lianes, alors on n'est pas qu'avec des plantes indigènes, bien sûr, mais souvent on a une assez bonne diversité et des démarches qui sont citoyennes parce que c'est une appropriation, en fait, une réappropriation de son frontage par, par les citoyens et que ça a un réel impact pour la ville. Et alors là, je voudrais faire une dernière remarque, hein, on n'a pas le temps de s'y attarder, mais sur un autre élément extrêmement important pour l'acclimatation de la ville, c'est la question de la pleine terre. C'est-à-dire tout ça, ça ne peut marcher que si on retrouve non seulement le sujet du végétal comme être vivant, mais aussi le sujet de la terre comme entité vivante de la ville. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Véronique. En effet, ça fait écho à l'adage qu'on entend souvent, hein, le bon arbre au bon endroit. Mais je pense aussi aux propos de Caroline Molly dans le module 2, qui avait aussi effectivement spécifié que parfois on peut pas planter dans des rues étroites, dans des espaces étroits, et qu'il faut pas forcément persister à vouloir mettre des arbres, que les plantes grimpantes sont une très bonne solution et offrent un tout autre paysage. Et ça ouvre effectivement des perspectives sur plein de choses, hein, les arbustes, les grimpantes, le sol, la terre, voilà. Ça permet vraiment de refaire le lien sur notre écosystème urbain. Donc merci beaucoup, Véronique. C'était le module qui conclut ce cycle sur l'arbre urbain. Donc j'ai un petit pincement au cœur de me dire on n'aura plus ces moments d'échange. Mais j'espère que voilà, on continuera en tout cas faire d'autres formations là, voilà, plus en présentiel aussi parce que c'est toujours bien de pouvoir échanger avec tout le monde. En tout cas, vous l'avez compris, on a choisi vraiment des intervenants
spécialistes du sujet, des gens passionnés, vraiment des experts, qui étaient complémentaires durant le cycle pour aborder à la fois les problématiques différentes autour de l'arbre urbain. Merci à tous en tout cas pour votre participation tout au long du cycle. On avait en moyenne 80 participants à tous les modules. Donc on espère qu'on a pu vous apporter les outils théoriques et opérationnels et aussi vous montrer des exemples, voilà, vous inspirer, vous ouvrir le regard pour mieux planter, mieux gérer et mieux protéger les arbres urbains. Je vous remercie à tous et puis on espère vous voir voilà, lors de prochaines formations sur l'arbre urbain, sur la végétation spontanée qu'on a déjà réalisé au CAU en 2023, qu'on reproduira sûrement. Voilà, en tout cas, les sujets sont variés et riches. Merci à tous et bonne journée.